Comment les organisations de la société civile jugent-elles donc la libération accordée, la grâce présidentielle accordée à 51 prisonniers politiques? Madame, monsieur, bonsoir. Voici l'une des trames de ce temps d'antenne. Encore une fois, bienvenue, c'est le Grand Talk. À tout de suite. Encore une fois, bienvenue. Notre plateau est 7. Nous avons ce soir Herman Aboua. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. Vous allez bien? Très bien. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Barry. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Bly Marius. Il est secrétaire général de la FIDOP, entendez la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique en Côte d'Ivoire. Monsieur Bly, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue. Comment est-ce que la FIDOP apprécie la grâce présidentielle accordée à ces prisonniers politiques? Merci de me donner la parole. Mais d'abord, je voulais saluer mon président Boga Sako Gervais, docteur Boga Sako Gervais, président de la FIDOP, qui nous donne l'occasion ce soir, ou bien cette nuit, de pouvoir parler de cette situation qui nous réjouit tous. Parce que vous savez, lors du dialogue politique, la FIDOP avait pris position et avait proposé au gouvernement et au chef de l'État de permettre à ces prisonniers-là de regagner la liberté. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits que cela soit fait. C'est le chef de l'État qui connaît les moments. Nous voulons saluer cette décision. Nous voulons saluer le gouvernement ivoirien. Nous voulons saluer les autorités ivoiriennes pour cette bonne décision. Voilà. Vous rajoutez que toutefois, il reste encore des efforts à faire. Lesquels? Effectivement, il reste des efforts à faire. Nous faisons un clin d'œil au cas CKCK. Et nous pensons que le chef de l'État le sait. Il prépare également le bon moment. Et à côté de cela, nous ouvrons le cas. Nous proposons au chef de l'État de faire en sorte que les élections 2025 soient des élections apaisé par sa stratégie, comme il sait faire. Vous avez vu, on a démontré à tout le monde entier que quand les Ivoiriens sont unis, ils peuvent faire de bonnes choses. On l'a vu à la CAN. Hein. À la CAN, c'est la CAN, on dit que c'est la meilleure de toutes les compétitions. C'était la meilleure. Oui. Jusqu'à présent, nous pensons que si on peut le faire pour la CAN, on peut le faire pour toute organisation, on peut le faire pour toute compétition. Et ça, ce sont des compétitions électorales. Nous invitons les Ivoiriens à s'inscrire dans cette dynamique. Et c'est pourquoi nous invitons le chef de l'État, son gouvernement, et tous ceux qui sont qui peuvent concourir ou bien qui peuvent s'investir pour que nous ayons des élections 2025 apaisées et surtout zéro mort comme on l'a eu pour ces élections législatives sénatoriales dernières. Très bien. Alors nous allons demander à notre set, notre plateau de chroniqueurs, de réagir également. Question, Élisée Boloube? Non, moi, je n'ai pas de question. Je veux réagir déjà sur le communiqué de la FIDOP. Oui, une contribution peut-être. Oui, je vois déjà que dans le communiqué, effectivement, vous saluez l'action posée par le chef de l'État, la mesure prise qui élargit ces 51 personnes-là, qui, bien évidemment, réjouit l'ensemble de la classe politique et même, je dirais, de la société ivoirienne. Mais ce que je note dans votre communiqué, il y a deux points qui m'intriguent, en fait, qui, pour moi, je pense quand même, vous arrogez un peu trop de droits. Premièrement, en demandant au chef de l'État soit de renoncer à briguer un autre mandat ou carrément de prendre une mesure qui permette au président Gbagbo d'être sur la liste électorale et Charles Blé Goudé et Soro et tout ça d'être sur la liste électorale. Moi, je pense que je ne vais pas m'ériger vraiment en professeur, mais je pense que vraiment, ce n'était pas le lieu pour moi d'un communiqué à la suite vraiment d'une telle action. Ce n'était vraiment pas le lieu. Mais deuxièmement, surtout, j'ai vu que le communiqué fait un blackout total sur les victimes. Il n'y a aucune adresse à l'intention des victimes dans le communiqué. Aucune adresse à l'attention des victimes. Tout ce qui a été fait, c'est de saluer ce que le chef de l'État a fait, que tous les Ivoiriens d'ailleurs ont salué. Et puis, de faire des suggestions au chef de l'État, je ne dirais même pas des injonctions, parce que ce n'est pas le cas, mais des suggestions au chef de l'État, soit de renoncer à briguer un autre mandat, ou carrément de pouvoir mettre les autres candidats qui ont été éjectés de la liste électorale sur la liste électorale. Pour vous, est-ce que les victimes n'ont pas de place au niveau de la FIDOP, vous qui êtes une organisation de la société civile et de droits de l'homme, est-ce que vous ne pensez pas que ce communiqué-là, quelque part, a failli un peu à vos principes?
Alors, Monsieur Bly, avant d'en arriver donc aux victimes, le point d'Élysée, c'est pourquoi est-ce que déjà vous parlez de notre mandat du président de la République alors qu'il n'a encore rien dit? Premier point. Et puis, deuxième point, pourquoi vous arrogez-vous le droit de parler donc, de la réinscription sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, Premier ministre, et le président Charles Blé Goudé? Oui, déjà, merci. Vous voyez, nous l'avons toujours dit, être inscrit sur la liste électorale, c'est un droit civil. Et nous savons que depuis le début, nous avons réclamé, par la voix du président Boga Sako Gervais, nous avons réclamé que le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et l'ex-premier ministre Soro Guillaume soient sur la liste électorale. Dès qu'ils ont été retirés, nous avons réclamé. Et nous pensons que ces mesures qui ont été prises hier sont dans le cadre de la réconciliation. Et c'est dans cette dynamique d'espoir que nous voulons encore inviter le chef de l'État à continuer à tendre la main. Parce que ce qu'il vient de faire, là, il a tendu la main. Il a tendu la main à l'opposition. Il a tendu la main à la population ivoirienne. Il a tendu la main à la communauté internationale. Il a tendu la main à tous ceux qui pensent ou qui pensaient qu'ils n'allaient jamais pouvoir faire ça. Et s'il a pu faire cela, il peut encore faire mieux. Il peut faire plus. Il peut encore donner. Parce que c'est lui qui est le père. Aujourd'hui, c'est lui qui est le père de tous les Ivoiriens. Maintenant, nous revenons sur... C'est pas que nous... Pourquoi parlez-vous de briguer un second mandat alors que pour l'instant, on n'est pas encore là, il n'a encore rien dit? Non, nous faisons des propositions. C'est une proposition encore que nous faisons. Nous estimons que le chef de l'État a bien fait et a beaucoup fait. C'est pourquoi nous pensons que pour les élections 2025, il a encore la possibilité de nous dire, comme il avait dit auparavant, il a dit qu'il se retirait. Vous voulez que dès maintenant, il puisse prendre position par rapport à cela? Non, pas forcément dès maintenant, mais c'est des propositions que nous faisons. Très bien. Nous estimons que s'il se retire, oui, ça serait encore très beau. On aurait eu ce garant moral que la Côte d'Ivoire cherche depuis longtemps. Voilà. Non, mais alors, le second point sur le blackout total sur les victimes. Ah oui, très bien, oui, tout à fait, les victimes. Vous n'en parlez pas dans vos... On ne les ignore pas non plus. Ouais. On n'en parle pas. Parce que maintenant, là, il faut être satisfait de la décision. Nous sommes contents de ce que le chef d'État a fait et la FIDOP marque sa satisfaction. Mais derrière, pas qu'on les ignore. On avait déjà dit depuis longtemps qu'il y a des victimes. Et on avait dit, il ne faudrait pas qu'on dise, à un moment donné, on va juger un certain groupe et ignorer un autre. Nous, on attend. En fonction de ce qui sera fait, nous faisons à chaque fois des communiqués et des déclarations. Mais pour l'heure, il y a une situation, nous sommes satisfaits et nous avons fait une déclaration sur cette situation. Très bien. Herman. Je pense que je voulais ajouter, c'est que dans tous les cas, c'est grâce et mesures de liberté provisoire qu'on fait à des personnalités jugées et condamnées pour des crimes, même au-delà des crimes classiques, donc les crimes de sang, sont des preuves qu'on doit persévérer dans la demande, dans la formulation des demandes. Et quand le FIDOP insiste, profite de l'occasion de mettre de faire d'autres requêtes qui, pour eux, va permettre à ce que le climat soit beaucoup plus apaisé. Et ça, je pense que le FIDOP n'invente pas, que certains Ivoiriens estiment qu'après le nombre de mandats que le président actuel a fait, avec tout ce qu'il a pu réaliser en 3 mandats, quand même, espère peut-être qu'il propose un autre challenger en 2025. Ça, c'est une espérance. Donc, les organisations de la société civile peuvent formuler cela parce que leur travail, c'est de voir, d'analyser des sources de conflits. Analysons et ensemble. d'analyser les sources de conflits. Est-ce que vous pensez, Herman Laboise, que c'est une priorité maintenant? Je ne parle pas d'une priorité maintenant, mais la question va forcément revenir en 2025. Et donc, autant en parler maintenant, c'est ça? On en parle, c'est juste des suggestions qu'ils font pour que le président puisse mettre ça peut-être dans sa réflexion et que peut-être ça l'aide à prendre une décision dans ce sens, parce que tout doit concourir à l'apaisement. Mais je le prends aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a certains qui disent non, il ne faut pas remercier. Moi, je suis de ceux qui doivent remercier le chef de l'État. Parce que même si ça a duré 12 ans ou 15 ans ou quoi, s'il ne l'a pas fait, il n'avait pas pris ces grâces-là, nos parents, nos proches et autres là seraient encore en prison. Ceux qui le disent, peut-être qu'ils ne savent pas ce que faire une journée même dans un lieu de détention, ils n'ont qu'à aller faire l'expérience, ils vont savoir. Donc, je crois bien que si on analyse, si on interroge même ces personnalités qui ont été graciées, même celles
qui n'ont pas connu la détention, qui ont été condamnées par contumace, qui sont à l'extérieur du pays, je crois bien qu'elles sont soulagées. Donc, il faudrait voir ça dans ce sens. Et non pas voir parce qu'on fait ils ont été en prison, ils sont sortis et ils remercient le chef de l'État. Non. Je dis toujours que quand on a un pas de plus qui puisse permettre l'apaisement, la paix, il faut avancer, la cohésion. Avoir il faut la gratitude. Voilà, Très donc bien. il faut continuer. Très Voilà, bien. moi-même je dis, certaines personnalités qu'on doit pouvoir amnistier, il faut les amnistier et trouver la loi pour les amnistier. Très bien. Barry? D'accord, moi je note que s'agissant des personnalités ou des personnes qui ont été libérées, qui ont bénéficié de la grâce, il y avait deux possibilités, on l'a dit très tôt, c'était soit le président de la République était le fondé de pouvoir pour accorder une grâce à ces personnes-là, pouvait le faire, mais il y a aussi le Parlement qui aurait voulu, qui aurait pu du moins introduire une loi d'amnistie pour les amnistier complètement. Et là, on voit que c'est le président de la République qui prend l'initiative de gracier ces personnes-là. Je pense que c'est toujours à saluer parce que ce sont des personnes qui ont passé quand même pour quelques-uns plus d'une dizaine d'années en détention. Ils vont retrouver leur famille. Et le président, dans tous ses discours, a dit qu'il est, et pour lui, la réconciliation, c'est une priorité. Il n'y a pas meilleure initiative qui peut contribuer à apaiser toutes les tensions qu'il y avait au niveau des acteurs politiques, parce que même le président Gbagbo avait eu à dire que lui, le chef étant gracié, étant en liberté, naturellement, il ne voyait pas pourquoi les généraux qui avaient obéi à des ordres devaient rester en prison. Donc, ce qui veut dire que le président, ce que je note aussi dans cette décision, c'est que personne ne s'y attendait. Je vais parler du timing. Tout le monde est dans la canne. Généralement, ça intervient à la veille du 7 août ou du 31 décembre. Mais là, on est en plein février et j'avoue que personne n'y attendait. C'est l'impact justement de la canne. Bon, je ne dirais pas, mais je dirais que c'est en tout cas quelque chose qui va contribuer à apaiser les tensions et qui naturellement va redonner de la confiance à une partie de la classe politique qui pensait peut-être que le président ne prenait pas un certain nombre de décisions qui allaient dans leur sens et dans leurs opinions. Je pense que là, c'est chose faite. Très bien, et voilà, comme ils l'ont souligné aussi au niveau de la FIDOP, moi je pense qu'ils font leur travail. Ils pensent peut-être que si le président se prononce sur un éventuel 4e mandat dès maintenant, ça pourrait peut-être apaiser encore la situation ou faire des ouvertures. C'est dans leur rôle, c'est des acteurs de la société civile, justement, ils sont là pour ça. Mais comme pour terminer, sur les victimes, là je partage l'avis d'Élysée, je pense qu'il aurait aussi été intéressant. La FIDOP aurait dû en parler dans leur vu que c'est une organisation communiqué de la société civile, dans le communiqué, d'avoir un mot pour les victimes. Très bien. Élisée Boloube, alors le point du 4e mandat est apparu avec la FIDOP, relayé donc par l'analyse d'Herman. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est le bon timing d'en parler? Barry, et je prête ces mots, a dit peut-être que cela pourrait apaiser. Est-ce que la question du 4e mandat pourrait créer des tensions pour que justement au plus haut sommet de l'État, on se dise il faut en parler dès maintenant? Comment réagissez-vous à tout cela, Élisée Boloube? Non, moi je pense que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Là, on est le 23 février 2024 et je pense qu'on est pratiquement à un peu plus d'1 an et demi des échéances électorales. Nous tous, on était d'avis qu'après après la CAN, certainement qu'on allait aller vraiment franco dans tout ce qui est aspect politique. Mais je me dis qu'on a encore le timing, on a encore le temps pour pouvoir voir effectivement ce que chaque parti politique va nous proposer en termes de, je vais dire, de cette personne-là qui doit incarner, je vais dire, la responsabilité au niveau de l'exécutif. Sur la question de est-ce que c'est maintenant qu'il doit se prononcer ou s'il doit se prononcer bien plus tard, je pense que ça reste pour moi, à mon sens, des prérogatives des partis politiques. Ils ont leurs organisations en interne, ils ont leurs congrès, ils ont leurs instances au cours desquelles ils choisissent leur leader. Ils ont leur agenda. Voilà, ça vraiment, c'est des prérogatives comment on appelle ça, des différents partis politiques. Mais une chose est certaine, et je pense que c'est l'avis de la majorité des Ivoiriens, quel que soit ce que les partis politiques voudraient bien prendre comme décision, il y a une chose qu'ils ne doivent pas perdre de vue, la nécessité de nous assurer un scrutin apaisé en 2025. Ça, il faut que chaque parti politique y travaille d'une manière ou d'une autre. Quels que soient les candidats. Oui, et ça passe justement par les éléments de langage qu'on déploie actuellement et pour la suite. C'est ça qui va préparer le terreau fertile, soit pour des élections apaisées, transparentes et libres, soit pour des élections à tension. Donc ça, je pense quand même que les partis politiques, à ce niveau-là,
le comprennent peut-être, mais nous, en tant qu'observateurs de la société civile, c'est ça, hein, voilà, en tant qu'observateurs et journalistes, en tout cas, on les interpelle sur cet aspect-là. Ouais. Il est important qu'ils y travaillent tous. Je pense que, comme souvent j'ai l'habitude de dire en échangeant avec des gens, Dieu nous a fait grâce de sortir d'une situation qui semblait être une situation sans issue. On n'a pas le droit de repartir derrière. Ça, vraiment, pour rien. Parce que ce n'est pas évident qu'en repartant derrière, on s'en sorte à nouveau. Justement, Élisée, alors la question c'est, est-ce que pour l'instant, l'heure n'est pas au dialogue et à la réconciliation? Donc, mettre des petits pas pour avoir une réconciliation véritable que de soulever une question de 4e mandat maintenant? Oui, rapidement, et puis on prendra la D'accord, ok. Bly. Non, sur cet aspect-là, je pense qu'effectivement, c'est vraiment de poser des petits pas. Et comme le chef de l'État lui-même l'a dit, parce que je pense que c'est important aussi qu'on revienne chaque fois sur ce discours-là. Déjà, quand il recevait les joueurs, et hier, lorsque le directeur de cabinet, ministre directeur de cabinet, le secrétaire du Conseil national de sécurité le disait, il a même évoqué encore à nouveau. Le chef de l'État dit, s'appuyant sur la ferveur et la cohésion qui a prévalu durant ce mois de compétition, tout le monde comprend qu'on devient plus fort, on réalise, je dirais en quelque sorte, des miracles quand on est ensemble et quand on est unis. Donc dans cette ferveur-là, on prend ensemble de dispositions, parce que le climat est propice, l'environnement est propice pour prendre de telles décisions. Donc chacun à son niveau, c'est vrai, lui en tant que président de l'exécutif, en tant que chef de l'État, donc le premier de nous tous, prend un ensemble de dispositions dans la perspective de détendre vraiment l'atmosphère, de permettre qu'il y ait une décrispation sociopolitique. Maintenant, chaque acteur, à son niveau qu'il soit, doit pouvoir aussi apporter sa contribution. Aussi bien l'opposition, les acteurs de la société civile, les citoyens lambda, chacun doit pouvoir concourir dans le but, comme je le dis, de permettre qu'on puisse aller vers des échéances électorales apaisées. On ne doit plus être dans une dynamique quand on approche des élections. Tout le monde est vraiment anxieux. On commence déjà même à se préparer, je dirais, son exil. Éventuellement, non, ça ne sera pas utile. On ne devrait plus vivre cette question-là. Non, pas du tout. Alors, justement, M. Bly, je reviens encore là-dessus parce qu'on veut comprendre. Hein. Élisée l'a dit, s'appuyant sur le discours même du chef de l'État lorsqu'il recevait les joueurs pour les saluer pour cette brillante victoire à la CAN. Cohésion, paix. La cohésion, évidemment, elle est faite de petits pas. Là, on a un premier pas. Il y a des pas aussi que vous attendez. Par exemple, on parlera de CKCK, qui n'est pas encore sorti, en SEP, qui n'est pas encore sorti. Qu'en est-il? Est-ce qu'il ne faut pas justement travailler sur ces pas-là, les assurer, avoir gain de cause avant de parler d'un éventuel quatrième mandat? Oui, mais nous on n'a pas encore dit que c'est un 4e mandat. Hein. Vous en parlez, vous dites qu'il faut qu'il renonce. Alors qu'il a un autre mandat. On n'a pas parlé encore. Non, il faut qu'on rassure tout le monde. On n'a pas mis de numéro tout à fait. sur le mandat. Ça, c'est normal. Mais en tout cas, on ne veut pas arrêter quelqu'un, c'est normal. Voilà. Nous, on dit simplement... Mais en tout cas, vous ne voulez pas entendre parler de prochaines candidatures. Mais justement, ma question est la suivante. Nous sommes en train de chercher la cohésion, la réconciliation. On a un grand pas qui a été fait. Il y a d'autres pas, dont CKCK Ensemble, qui doit sortir. Selon, en tout cas, évidemment, si les autres sont sortis, on souhaiterait bien que les autres aussi puissent bénéficier de liberté. Est-ce qu'il ne faut pas travailler à ça? S'assurer que l'exécutif vous entende et vous comprenne avant de parler d'un éventuel mandat. Ouais. Oui, mais c'est pourquoi je dis 2 choses. La première des choses, vous voyez, la décision sort après le Conseil de sécurité. C'est ça. Ça veut dire que le chef de l'État a pris le temps d'évaluer la situation sécuritaire. Donc le chef de l'État, après cet aspect, il pense que certaines personnes peuvent être admissibles, d'autres peuvent être en liberté provisoire. Vous voyez derrière, c'est lui qui connaît le moment et c'est lui qui apprécie mieux la situation sécuritaire. Nous, notre rôle, c'est de lui faire des propositions. C'est cela. Nous, notre rôle, c'est de rappeler à chaque fois à l'État, aux autorités, aux dirigeants, qu'il y a des situations sur lesquelles vous pouvez encore vous prononcer pour qu'on obtienne l'apaisement. Parce que eux, en même temps que nous sommes en train d'applaudir ce qui est bon, il faut aussi les rappeler que les pas, ce qu'il a fait hier, ce n'est pas des petits pas, ce n'est pas des géants. Mais quand il fait ce pas, il faut qu'on rappelle, on peut encore faire d'autres pas. C'est ce que nous proposons. C'est pourquoi nous proposons le cas de CKCK. C'est pourquoi nous proposons que le chef de l'État se prononce maintenant. Pour ne pas que, avant la fin de l'année 2024, on se prépare encore
à soyez réfléchir dans le doute. d'une compétition. Non, mais s'il se prononce maintenant, et c'est lui qui apprécie. C'est lui qui apprécie. Nous, on lui dit simplement que pour une Côte d'Ivoire réconciliée, pour ce que nous avons vu, pour ce qu'il a fait, ce n'est pas nous qui l'avons dit à la CAN. Les gens se sont prononcés partout. La Côte d'Ivoire est belle, la Côte d'Ivoire est... C'est à son actif. Oh, voilà. Et partout, on disait allons avec ça. Donc on est content, le chef de l'État a dansé. Mais aujourd'hui, nous Très disons bien. que nous voulons rester dans cette dynamique. Nous voulons que ce pays, en 2025, retrouve cette même paix. Est-ce que vous avez espoir pour ces cas? Nous avons espoir pour tout le monde. Parce que nous croyons Très bien. que ce chef de l'État, avec ce que nous voyons là, il va faire en sorte que ce pays soit réconcilié avant même les élections. Très bien. Ça, c'était le premier sujet. Avec vous, on aimerait aussi avoir votre regard sur la situation des déguerpissements. On a 176 sites bientôt qui vont être touchés, 77 en situation critique. On a l'impression que les mairies sont impuissantes. On a juste un petit magnéto, on regarde et on décrypte après. On n'est pas encore prêt? D'accord. Alors, on y va. Messieurs, dames, et je sais qu'Herman Aboua attend ce sujet avec beaucoup de patience. Vous le savez, on a des cris de douleur qui nous viennent de GESCO. Nous avons même des personnalités. On a eu donc le président du PDCI qui a visité les différents sites. Vous avez réagi, des voix s'élèvent pour dire nous ne sommes pas d'accord avec ce que le district fait à GESCO. Pour rappel, il y a une douleur également qui est arrivée dans la destruction de cette école Chat-Hélène, qui a mis 1880 élèves, donc sans salle de classe. La clameur est grande. Quelle est votre appréciation de la situation? Était-ce, selon vous, nécessaire? Est-ce utile parce que la Côte d'Ivoire doit se développer? Ou vous dites, même en cherchant le développement, il faut avoir un peu d'humanité? Quel est votre point de vue? Quel est le point de vue de la FIDOP sur la question? Non, la FIDOP est vraiment désolée pour cette situation. À Yopougon, à GESCO, ce n'est pas seulement 1800 élèves. Nous sommes autour de 2000 élèves. Il n'y a pas que seulement Chat-Hélène. Il y a des établissements qui n'ont pas été mentionnés. Je crois qu'il y a l'établissement d'une église. Voilà, on ne va pas faire de publicité. Mais quel est votre point de vue sur la question? On a les faits, d'accord, mais comment est-ce que vous réagissez? non, nous pensons que la méthode manque d'élégance. Je ne sais pas si on doit dire. Qu'est-ce qui aurait été élégant, selon vous? Déjà, vous savez que ce que le district fait, le district seul, parce qu'on a vu hier au journal télévisé, dans certaines chaînes, le district seul a ses raisons et ses bonnes raisons. Mais ce que les populations demandent, c'est de quand même pouvoir considérer leur dignité. Alors, on nous fait dire que l'école, depuis 2018, il y avait information sur le fait que ce site-là serait brisé, serait détruit. Évidemment, le ministère a pris les mesures, les élèves seront recasés, mais il y avait information qu'attention, vous êtes sur un site qui va subir évidemment un déguerpissement. Madame, nous avons enquêté. L'école avait été informée, selon les informations qui nous parviennent. Madame, nous avons enquêté. Oui. Nous avons même rencontré le fondateur de cet établissement. Oui. Nous pouvons vous rassurer que les établissements n'étaient pas informés de l'action qui s'est passée. Vous dites que le directeur de l'école affirme n'avoir pas fondateur, été, le fondateur avec affirme document à l'appui, on leur a dit que ça sera en fin d'année scolaire. en fin d'année scolaire. En fin d'année scolaire. Le monsieur, c'est pourquoi l'État d'ailleurs a envoyé des affaires. Et qui lui aurait dit que ce serait en fin d'année scolaire? Il a dit qu'il a été approché par le district. Ils ont même rencontré. Le fondateur s'appelle Abbé. Oui. Voilà. Nous avons rencontré M. Abbé. Il a dit que le ministère, non, le maire et le gouverneur du district, ils ont rencontré, ils ont mis sur pied un comité ad hoc. On leur a donné le délai, on leur a donné la période au moment. Alors, est-ce que depuis le communiqué du district est clair. Je pense qu'on aura le communiqué, j'espère qu'on aura le communiqué à l'écran. Le communiqué du district est clair. Il avait été informé depuis 2018. Il y a eu relance. Donc, le district dit que le responsable de l'école a été informé. Ce n'est pas quelque chose qui est caché.
Ce sont des faits, les textes sont là. Non, c'est Alors, clair. Ce que nous Donc, disons, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, ils ont été informés. Mais Voilà. on leur a donné la période en fin d'année scolaire. à pression maintenant, comment Voilà. comment est-ce que vous voyez, comment ça se gère? Les élèves seront recasés? Non, mais ce qu'ils ont demandé aux fondateurs, parce que c'est un bâtiment qui a été cassé, qui a été détruit. Le second bâtiment qui est là, ils nous demandent de faire un emploi du temps pour recevoir ces enfants dans le second bâtiment à partir du lundi. Donc, voici- Les élèves seront recasés par le ministère? Bon, c'est la décision Oui, qu'ils ont bien prise sûr, avec le oui. fondateur, ce n'est pas le Exactement. ministère. Évidemment, il faut qu'ils aillent à l'école. Voilà, ils donc doivent lui, il trouver a pris un des huissier, solutions. il a pris un huissier pour Très constater bien. tout ce qui se passe, et puis bon, il a enclenché un certain nombre de... Moi, Herman. ma question à M. Bly, puisque apparemment vous avez inquiété, vous êtes parti même approcher le fondateur de l'établissement, est-ce que, oui ou non, ils ont reçu un dédommagement pour, quand on leur a annoncé que ça va se dérouler, est-ce qu'ils ont reçu un dédommagement au fin de pouvoir faire leur établissement ailleurs? Est-ce que vous avez posé la question? Quand on lui a demandé, il nous a dit que jusqu'à présent, il n'a rien reçu. C'est ce qu'il nous a dit. Il Très a été bien. formel, il dit jusqu'à présent, il n'a rien reçu. Élysée? Ok. Moi, je voudrais réagir vraiment sur cette situation, même pour rebondir en fait sur la question de... Je peux? Voilà, pour rebondir sur la question de Christelle. Bon, moi, je me pose des questions. Ce qui se passe même là, je veux dire que met à nu un réel dysfonctionnement au niveau étatique. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en 2018, on a donné une mise en demeure, que ça devait être cassé, et puis par la même occasion, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation oriente des élèves encore dans cet établissement. Voilà. Il y a un problème. Voilà. Soit les services de l'État ne fonctionnent pas de façon coordonnée. Coordonnée, C'est c'est ça. ce dont je doute fortement, parce que quand même pour approcher ces services-là, je sais qu'il y a une On coordination. n'aurait pas dû sur la- envoyer des élèves Voilà, sur un donc ça, site c'est- Pas du tout. à donc ça, c'est un détruire. peu surprenant dans un premier temps. Deuxièmement, je dis, moi j'estime, là il y a le communiqué de la mairie qui est sorti hier, le communiqué de la mairie de Yopougon, qui désavoue totalement cette opération et qui se désengage de cette opération et qui même a pris sur, la mairie a pris sur elle, la mairie de Yopougon, a pris sur elle la responsabilité de voir dans quelle mesure trouver des débouchés pour les élèves et puis des abris provisoires pour les familles qui ont été Justement, déguerpies. Élysée, est-ce qu'on sait si justement l'arrangement de la mairie est fait en rapport, en lien avec le ministère de l'Éducation nationale? Non, là j'ai aucune information là-dessus. Mais madame, Mais le maire de la... le Non, maire de la- permettons, il va terminer. Oui, je suppose que le maire de la commune, c'est en sa qualité de premier magistrat, donc responsable de ses administrés, devant une situation de sinistre, décide donc en tant que premier magistrat de trouver une solution au sinistre que vivent ces populations. Moi, je pense que c'est sur cette base-là qu'il décide donc de trouver une alternative. Mais ça pose un réel problème. À un moment, il faut... Et il y a le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, qui a produit un communiqué aujourd'hui, qui est allé sur le terrain et qui a mené ses investigations. Et ce qui m'a même interloqué, c'est qu'à la fin de son communiqué, le Conseil recommande au district d'arrêter immédiatement ces opérations de déguerpissement. Parce que le Conseil estime que ces opérations-là sont faites dans l'illégalité, puisqu'il n'y a aucun maire qui a été saisi ou qui a été approché pour pouvoir coordonner avec le district. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Herman, Moi, je intervention. pense qu'il y a tellement d'informations. Il y a le tout dernier communiqué qui est communiqué arrivé. du Allez-y, district lisez-le, d'Abidjan. oui. Je vais le lire, parce que c'est bien qu'on soit au même niveau d'information. C'est le district autonome d'Abidjan qui fait des précisions. Suite à l'opération de déguerpissement effectuée au quartier Jesco de Yopougon, le 20 février 2024, il nous revient que l'établissement d'enseignement privé dénommé Cha-Hélène aurait été détruit avec pour conséquence la déscolarisation de 1880 élèves qui l'abriteraient. Le district autonome d'Abidjan tient à préciser que, premier point, le bâtiment démoli de type R+2 était implanté sur un talus dans l'emprise de l'autoroute. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce bâtiment qui abritait 3 classes d'enseignement pour un effectif ne pouvant excéder 150 élèves et des bureaux administratifs était en réalité l'annexe de l'établissement Cha-Hélène. Du troisième point, l'établissement Cha-Hélène, le principal se situe dans l'enceinte de la cité Jesco, hors de la zone d'intervention du district autonome d'Abidjan et continue ses activités. C'est pourquoi tout à l'heure,
Bli nous disait qu'il y a un second bâtiment. En fait, le second bâtiment, c'est le bâtiment principal. Très bien. Et Herman. celui-là, celui qui a été détruit, le bâtiment qui a été détruit, c'est un bâtiment annexe. Allons-y sur les dates maintenant qui sont mentionnées dans le communiqué, Herman. Oui, concernant les dates, Oui. le fondateur de l'établissement, voilà. Charles a été mis en demeure successivement en 2018, Oui. 2021 et le 25 janvier 2024 de déménager aussi bien le personnel administratif et technique que les élèves sur son principal site. Très bien. Sur son principal site qui, compte tenu de la démolition programmée de la net. Alors, mais moi, je vais m'arrêter là. Oui, Herman, mais justement, là, je voudrais juste informer donc, avant M. ça, Bli. je voulais faire un petit Allons-y commentaire. rapidement. Ce que je veux dire, parce que je trouve que, quand même, aucun gouvernement au monde, même si c'est un gouvernement qui n'est pas porté sur le socialisme, ne peut jeter des enfants. Donc, je me posais la question. Moi, c'est pourquoi je dis, moi, l'émotion, c'est vrai, c'est bon, mais je me posais la question, est-ce que Ils avaient été informés. ne m'avaient pas été informés depuis 2018 Les gens se font quoi? Ils se disent que, bon, malgré les informations qu'on leur donne, non, on peut jouer là-dessus. S'il n'y a pas un fou, souvent, on ne peut pas aller au développement. Ça veut dire quoi, un fou? Un fou, Pourquoi parlez-vous de fou? c'est des gens comme Anne Ouloto. Et que ça, je le dis tout le temps. On l'a vu ici, on l'appelait Maman Budozer. Elle a fait des choses ici. On a grincé des dents. Aujourd'hui, ça on respire. Quand vous dites un fou, fou, en je fait, prends encore un autre c'est par fou. rapport à quelqu'un Je qui prends- agit en qui agit à et qui ne reste pas seulement dans l'émotion. Parce que, après, aujourd'hui, peut-être demander aux populations de Goumassi. Si c'est pas Congo, quand il avait commencé, c'était le même grincement des dents. Aujourd'hui, allez-y enquêter. Les populations elles-mêmes elles témoignent, elles respirent. Parce qu'aujourd'hui, dans ces lieux-là, il y a une autre note qui dit, les gens, il y a des éboulements. Les gens meurent, les gens ne communiquent pas là-dessus. Souvent, on est étonné, on voit ça sur les réseaux sociaux. Les gens construisent sur des talus, les gens construisent sur des emprises d'autoroutes, les gens construisent vraiment dans les endroits. Et en plus de ça, il y a les questions des raccordements anarchiques. Souvent, il y a des incendies. Permettons aux autres d'intervenir. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Très bien, Je ça- comprends les mois, mais les populations, là, on dit qu'il y a le bâtiment principal, ils n'ont qu'à caser leurs étudiants élèves là-bas. Les élèves, Élisée Boloube, le communiqué, vous l'avez vu, du moins, ce sera à Barry. Le 2018 et différentes dates jusqu'au 25 janvier 2024, le propriétaire avait été, donc le directeur de l'école avait été informé. Alors, comment est-ce que justement vous analysez tout ceci? L'État, on comprend bien, n'agit pas sans informer. Réaction là-dessus? Moi, je pense que ça, c'est le préalable. Une politique publique, d'abord, on la monte, on l'exécute pour répondre à une question ou à un problème public. Ça veut dire que le district a pris une initiative, mais c'est parce qu'il y avait des problèmes qui étaient posés. Mais je dis cela, le communiqué ne résout pas réellement le problème et les constats à l'évidence. Voilà. Le constat à l'évidence, c'est qu'on constate quand les mairies et puis le district, c'est comme s'il n'y a pas une coordination. C'est tout. Je me dis qu'en réalité, si le district doit intervenir, c'est vrai que ça peut être son champ d'intervention. Mais la moindre des choses, c'est de se coordonner avec la Très bien. mairie pour que la mairie puisse informer les populations concernées. Parce que là, on assiste à un spectacle vraiment qui n'est pas honorable. Parce que les maires se désolidarisent complètement. Pourtant, la réalité, dans le communiqué, on comprend que le responsable de l'école a été informé au préalable. Donc, on sent donc qu'il y a dichotomie d'action entre les mairies et le responsables district. d'école aussi, n'oublions pas, c'est des gens qui cherchent l'argent. C'est des entrepreneurs. Très bien. Donc, il y a Alors, cet élément à prendre alors, en compte. Oui, mais On va non seulement prendre- il a été on va informé prendre- on par va prendre voie les communiquée, invités. mais ils ont fait quand même une réunion, comme on l'a dit tout à l'heure. Très bien, Donc, monsieur Bli. oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Allez-y, on termine et puis on va prendre nos invités. Non, je disais que non seulement il a été formé de façon écrite, Oui. mais il a été formé par voie orale, comme on l'a Très dit. bien. Ils ont fait une réunion avec le maire et le gouverneur. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, il y a eu l'information. Ouais, allez-y. Maintenant, nous, comme on le dit, Ouais, tes trucs. pourquoi ça se fait au moment où on a des élèves qui sont en salle de classe? Pourquoi ça se fait au moment où on est en pleine année scolaire? On aurait pu le faire pendant les congés, Oui, par mais exemple. justement, cela nous C'est pourquoi nous avons cela parlé me des pousse urgences. justement à inviter ici un responsable donc, de la mairie de Yopougon, du district, à l'effet d'éclairer la lanterne des populations. On voit bien qu'il y a une série d'informations et d'actions qui se passent, mais on pourrait aussi constater qu'il n'y a peut-être pas d'accord entre les différentes parties. Il serait bon d'informer donc les populations ivoiriennes pour baisser la tension et que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Dans tous les cas, une série de sites ont été publiés qui vont subir donc des déguerpissements. Il faudrait que des informations nous soient données pour qu'on soit au même niveau avec voilà, les acteurs de ces informations-là, au même niveau d'information.
Alors, dans quelques temps, nous irons au journal, mais je pense que nous allons recevoir 2 invités. Ça va? On continue, très bien. Alors, messieurs, je souhaiterais donc qu'on continue parce que le district a communiqué une série de sites. Oui. Vous vous êtes informés, une série de sites qui vont subir des guerpissements. Et il a même dit dans ce tableau-là qu'il y a des sites de recasement. Donc la clameur va forcément monter, mais il faut qu'il y ait de la communication. C'est en cela que je réitère mon invitation justement au district et aux mairies pour qu'elles viennent ici et qu'on puisse informer les populations. Herman, rapidement, réaction. Ouais. Moi, d'abord, je voulais répondre. Lorsqu'on dit le ministère, enfin, le district et les mairies ne s'entendent pas. Mais c'est même pas... moi, je trouve que les mairies sont dans leur rôle. Ce sont les administrés. Mais il faut quand même qu'elles se parlent, Oui, Herman. ils sont dans on a vu que le district et le gouverneur du district et le maire de la commune de Yopougon s'étaient rencontrés. On a vu, on a compris, c'était juste après. Ce que moi j'avais compris dans ce message-là, c'était que ça allait se faire, mais ça allait être après la calme. Et je ne vous dis pas, dans le communiqué du district, c'est que 3 jours avant l'effectivité de cette casse-là, ils ont écrit à l'établissement HLN pour leur dire qu'on va venir vraiment faire le faire. Mais les gens ont négligé toutes ces mesures-là et ça s'est fait. Donc, je veux dire, sur ce point-là, on est tous d'accord que les gens jouent sur l'émotion et autres là pour éviter que les choses avancent. On n'est pas tous d'accord, hein. Tu es Non, d'accord, bon, mais tu n'es pas bon, d'accord. Non, mais je sais pas. Est-ce qu'il termine rapidement, terminer rapidement. La vaste opération qui va se faire du 9 au 17 mars. Oui. Moi, lorsqu'on a vu, j'ai vu le cas de GESCO, le cas de GESCO, j'ai dit, mais c'est la question que me posait, Boribanan, ça sera quand? Aujourd'hui, Boribanan, ça a été fait. Vous voyez que les images qui passent, ce n'est pas parce qu'il y a même un édifice religieux qui a été peloté. Ça veut dire que c'est une nécessité pour sauver même la vie de ces personnes qui sont installées sur la zone. Rapidement pour que les gens Donc, réagissent. moi, il faut continuer. Les gens sont informés. Si vous savez que vous êtes dans un établissement, sur les sites, là, aujourd'hui, ils ont publié, ils ont communiqué là-dessus. On connaît plus ou moins les sites où il y aura travail, il y aura une opération. Regardez, si vous habitez dans ces zones-là, déménagez. Demandez à vos propriétaires de vous libérer, vous allez partir. Non, mais on ne le dit pas comme ça. Oui, rapidement, et puis Élisée. Parce que nul n'est contre le déguerpissement. On dit que c'est nécessaire. C'est même important pour notre pays parce que nous sommes en pleine reconstruction et autres. Mais on dit que ça manque d'élégance. Il faut la manière. Voilà, Ce sera quoi la manière pour vous? Peut-être Élisée nous dira. Ce sera quoi la manière pour vous, Élisée? Non, ce n'est même pas une élégance. Moi, je prends Herman au mot. Il a fallu qu'il y ait cet émoi-là pour qu'on nous sorte une liste de sites qui sont concernés et qui doivent être déguerpis. Et ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est ce que j'expliquais hier. C'est ce que j'expliquais hier. C'est maintenant là, où il y a l'émoi là, que les précisions là sortent, que les uns sont en train d'expliquer les uns et les autres. Je dis et je répète, quelle image vous donnez à la communauté internationale, au monde entier, de détruire un établissement privé, un établissement scolaire, fût-il une annexe, fût-il un bâtiment annexe? Quel message vous le donnez au monde? Même s'ils ont été informés, Élisée? Non, même s'ils ont été informés, je pense qu'il y a un timing. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est-à-dire au 21 février 2023, qu'on ne pourrait pas attendre le 15 mai ou le 15 juin pour faire. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Quel est le message qu'on ne peut pas faire maintenant? Donc, à un moment donné, je pense quand même que l'État même là, dans son fonctionnement, a réfléchi et puis a mis en place une entité qu'on appelle le Conseil national des droits de l'homme, qui est censé nous faire ressortir tous les manquements en termes de droits humains sur le terrain. Ce conseil a fait communiquer aujourd'hui pour dire que l'action qui est menée là, c'est une action qui va à l'encontre des droits humains. Donc, quelque part, là, je pense que l'État maintenant est face à sa responsabilité. Nous aussi, on va faire face à nos responsabilités. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Le site concerné par la vaste opération de déguerpissement constituera la seconde partie de ce temps d'antenne. Mais avant, nous allons parler jazz. Place et impact du jazz dans le quotidien des Ivoiriens avec 2 férus de jazz, Andy Costa, qu'on a plaisir à revoir. Bonsoir Andy. Bonsoir Christelle. Et Oswald Kwame. Bonsoir Oswald. Bonsoir Christelle. Parlons jazz avec vous. Pourquoi c'est important de parler du jazz? Vous allez me dire, on a des racines africaines, c'est des sonorités de base qui prennent les émotions de l'âme. Mais pourquoi c'est important de parler de jazz dans notre quotidien, Andy et Oswald? Effectivement, le jazz, nous savons qu'elle a une thématique bien principale qui a débuté depuis nos ancêtres, voilà, et qui est une musique engagée,
Et ils utilisaient toute cette musique, ce jazz-là, pour pouvoir revendiquer, pour pouvoir donner un peu l'expression qu'ils dégageaient. Donc aujourd'hui, nous utilisons le jazz pour pouvoir être engagés dans une thématique bien précise. Voilà, aujourd'hui, nous parlons jazz et environnement. Voilà, donc à partir du jazz, nous passons à une sensibilisation précise au niveau de la population. Voilà, donc c'est pourquoi nous sommes vraiment engagés dans le jazz. Et quand on parle d'environnement, évidemment, on comprend bien la présence d'Andy. Alors, quelle sera justement la place de l'environnement dans cette thématique musicale de jazz, Andy? Tout à fait. L'environnement aujourd'hui fait partie des enjeux globaux. Et j'estime qu'en tant qu'écologiste, la sensibilisation environnementale aujourd'hui est très faible. Donc pour moi, la musique et le sport peuvent être deux leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour amplifier la sensibilisation environnementale. Et par n'importe laquelle, pourquoi le jazz? Parce que déjà, notre cause en tant qu'écologiste, nous sommes engagés. Et le jazz aussi est une musique engagée. Donc on sent qu'il y a une véritable symbiose sur la thématique. Et puis bon, à la fin de la journée, comme le dirait l'autre, l'environnement est notre partage à tous et on doit être tous engagés. Alors, c'est la 2e édition du festival jazz, Abidjan, capitale du jazz. Qui est invité? On voit Santé. Alors, parlez-nous un peu des autres qui arriveront. Alors, il aura, c'est un grand festival, non les moindres. Nous allons avoir le grand Paco Seri, l'un des plus grands batteurs au monde. Oui. Donc, il viendra. On a Oswald Kwame. Qui n'est plus à présenter. Voilà. Et on a Ali Keïta, l'un des plus grands balafronistes au monde, qui viendra. Et on a Tamago, qui est le plus grand tap dance au monde. Donc, les claquettes qui viennent de l'Amazonie. Il y a Santé que vous connaissez, l'un des plus grands trombonistes ghanéens qui sera là pour des ateliers et puis pour des sections jazzy. Et nous avons des Allemands, les Japonais que vous connaissez qui ont interprété les morceaux, Ernesto JJ, exactement, tout cela viendront. On a une pépite aussi qui est Ebo. Et on a Constant Botti, qui est l'un des guitaristes vraiment très engagé aussi dans sa particularité de jeu. Voilà, donc ils seront tous là, ça sera vraiment super, c'est une grande fête. Et ce sera sur des sites éclatés. Oui, beaucoup de sites, voilà. Nous aurons l'INSAC, Palais de la Culture, et puis deux conseils privés dans deux coins privés, voilà, pour ne pas faire de publicité. On comprend bien. Voilà, et uniquement pour les chefs d'entreprise et pour la Journée mondiale de la femme, bien sûr. Ah, bien sûr. Voilà. Allez-y. Élisée, qui est un féru de musique. Je vois que vous avez déplacé du beau monde, alors que bon, vous avez un jazzman non des moindres en face de vous. Voilà, je ne figure pas sur la fiche. Vous n'avez pas été invité. Oui, je constate que je suis ostracisé, mais c'est pas grave. Entre autres, les artistes et entre autres. Vous êtes entre autres. Oui, vous êtes entre autres de toutes les façons. Voilà, donc je constate que, non, c'est juste pour rire que je ne suis pas déçu. Mais je veux juste savoir, on voit des grands noms en tout cas du jazz, je dirais même au niveau mondial qui seront là. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un public pour le jazz en Côte d'Ivoire? Oui, moi je pense qu'il y a un public pour le jazz. C'est pourquoi nous restons toujours dans l'éducation. Voilà, nous restons toujours dans l'éducation. C'est pourquoi nous créons ces grands festivals-là, pour que demain, à chaque moment que vous créez, vous éduquez. Au-delà du festival, nous rentrons aussi dans des ateliers. Donc on apporte du monde au fur et à mesure. Moi je pense qu'au fur et à mesure, les gens viendront. Mais il faut éduquer. Donc ça fait partie de l'éducation. Et je pense que la Côte d'Ivoire est quand même grande plateforme tournante. Donc aujourd'hui, les gens s'intéressent vraiment à tout. Andy Costa, qu'on sait vraiment très engagé, comme elle a dit, dans le domaine de l'environnement, toujours avec son casque, même s'il refuse de m'en donner un. Mais bon, c'est pas grave. Quelle sera exactement l'action, je vais dire, de Andy et de tous ses amis dans ce festival-là? C'est vrai, c'est sensibiliser, mais c'est juste, est-ce qu'on prend le micro sensibiliser? Est-ce qu'il y a des actions concrètes sur le terrain? Nous avons notre initiative qui est couplée à cette belle initiative musicale qui s'appelle Pensons Environnement. C'est une initiative citoyenne mondiale pour l'environnement. Parce que nous estimons que la première règle du changement, c'est la mentalité. Et cette initiative est alliée sur la thématique ACE via l'accord de Paris qui a un focus sur l'éducation, la formation et la sensibilisation du public. Parce qu'on ne peut pas s'engager pour une cause si on ne la connaît pas. Donc la musique, pour nous, est un véritable vecteur de sensibilisation. Et in fine, après cette belle initiative qui dure près d'une semaine, on ira aussi planter des arbres pour symboliser. Magnifique. Et ça sera où le site? À l'université Félix Houphouët, dans le centre national floristique de l'université. Très bien. Alors on dit invitation, ça démarre donc du 1er
au 9 mars, ici à Abidjan. Alors, invitation au public ivoirien. Alors, déjà, le 28, c'est un peu privé, c'est pourquoi nous n'avons pas mis sur les affiches. Là. C'est la conférence de presse après le lancement dans un hôtel de la place. Et le 1er au 9 mars, nous invitons vraiment toute la population ivoirienne. Venez, venez. Le 1er et le 2, c'est au Palais de la Culture, grand public. Les autres sont privés. Mais 1er et le 2, Palais de la Culture, venez tous, venez célébrer le jazz en Côte d'Ivoire. Voilà, et vous allez voir beaucoup de choses très différentes. Ce n'est pas ce jazz-là qu'on a l'habitude de voir. Parce que souvent, quand les gens me voient, mais Oswald, nous, ton affaire de jazz, c'est bon, mais nous, le jazz, je dis non, venez voir le jazz. Ce n'est pas le jazz que vous avez l'habitude d'entendre. Non, c'est un jazz qu'on a vraiment créé avec nos instruments traditionnels ici. Voilà, c'est vraiment un brassage, c'est une communication locale et internationale. Donc, venez voir, venez, prenez vos tickets, appelez quand vous pouvez. Vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous invite tous, venez voir Paco Sérié et tous les gars. Merci beaucoup, Oswald. Oui, rapidement, un dernier mot. Oswald était un artiste qui a une valeur ajoutée, raison pour laquelle je m'engage sur son initiative, parce qu'il a la capacité de jouer avec tous les instruments qui l'entourent. Donc, pour nous, en tant qu'écologistes, c'est de la valorisation. Et voilà. Très bien. C'est du recyclage aussi. Merci beaucoup, Andy. Merci beaucoup, Oswald. Bon festival. On rappelle que du 1er au 9 mars 2024, Jazz et Environnement, c'est la 2e édition de Abidjan, capitale du jazz. Vous êtes tous invités. Merci beaucoup. Merci infiniment et à très bientôt. C'est tout. De la musique à la sensibilisation contre le sida, je pense qu'il n'y a qu'un pas. Regardons un peu à l'assaut du sida, qui est une plateforme ludique qui permet de tester et d'enrichir vos connaissances et les miennes sur les maladies sexuellement transmissibles et le sida. Regardez. Kofi Marie et Touré Wilfried sont 2 jeunes étudiants. Ce soir, ils sont venus au village Cannes de la CEDEAO, parc des sports de Treichville, tous 2 ainsi que 20 autres jeunes pour prendre part à la cérémonie de récompense des lauréats du jeu concours, un jeu auquel ils ont aussi participé. Je retiens que le jeu est instructif. Comme on le dit, ça développe les connaissances et ça nous apprend beaucoup, ça nous conseille sur les IST et le VIH-Sida. J'ai retenu plein de choses que je ne savais pas sur le sida, ainsi que la tuberculose et le VIH, tout ça. Ça m'a permis d'acquérir une connaissance personnelle aussi. Et puis ça m'a permis d'avoir aussi des moyens de prévention contre certaines IST, etc. À l'assaut du sida est une plateforme ludique de type quiz qui permet de tester et d'enrichir les connaissances des jeunes sur les IST, le VIH, le sida. Les questions sont organisées dans 40 blocs de 10 questions. Donc dans le jeu, on progresse en répondant à chaque bloc de questions. Il faut avoir au moins 7 questions correctes pour évoluer dans le jeu. Donc on doit dépasser toutes les questions et c'est en fonction du nombre de questions bien répondues et le temps qu'on fait des scores. L'objectif de ce jeu concours est de booster la sensibilisation au niveau des jeunes qui sont les plus exposés à la maladie, de les amener à prendre conscience et surtout, à travers cette initiative, réduire le taux d'infection chez les jeunes. Les nouvelles infections arrivent chez les jeunes. Pourquoi chez les jeunes? Parce qu'ils n'ont pas conscience du VIH. Parce qu'ils n'ont pas vu des personnes mourir du VIH. Pour eux, c'est une maladie qui est pour les anciens. Donc nous devons, à travers ce jeu-là, qui est à l'assaut du sida, leur dire que ça existe, qu'ils doivent se protéger lors de leur premier rapport pour ne pas faire tout. Car aujourd'hui, c'est sur ce canal qu'on peut les atteindre. À l'en croire, cette 3e édition spéciale Cannes 2023 permet aussi de récolter les données auprès de la jeunesse afin de rendre plus efficaces les messages, les actions de sensibilisation et de prévention. Les récipiendaires ont reçu chacun des lots composés de montres connectées, des écouteurs et casques de sport connectés. Et on voulait toucher les jeunes. Alors on cherchait comment pouvoir continuer à parler de cette thématique avec notre nouvelle génération qui est vraiment dans une bulle, beaucoup consommatrice de réseaux sociaux, de jeux vidéo, de smartphones, etc. Et donc on a opté pour ce système qu'on appelle la gamification. Donc c'est un système qui utilise les mécanismes de jeux vidéo pour pouvoir donc faire passer des messages et régler des problématiques. Et ce choix semble avoir porté ses fruits, car depuis son lancement, ce sont environ 60 000 jeunes qui ont participé à ce jeu selon les chiffres de l'édition précédente. Les résultats de cette dernière étape spéciale Cannes seront publiés au soir du 27 février et tous les grands gagnants seront primés. Voilà, très très belle initiative, n'est-ce pas Barry? Ouais, très belle initiative, c'est à encourager parce qu'aujourd'hui la jeunesse, elle est
connectés. Donc, si on veut atteindre la jeunesse, il faut utiliser les canaux, les jeux et autres parce que ça captive la jeunesse. C'est ludique et on apprend en même temps et on se renseigne. C'est ludique, on apprend et ça permet d'atteindre l'objectif. Très bien. Alors, messieurs, après avoir dit ceci, nous revenons évidemment sur notre patate chaude qui est entre nos mains. Il s'agit donc des cas, cette situation de déguerpissement. L'axe principal de nos échanges, ce sont vraiment de regarder les sites concernés par les opérations de déguerpissement. Le district a communiqué avec, ça sera posé donc à l'antenne, avec les sites de recasement. Comment est-ce que, Élisée, vous observez ce tableau communiqué? On a les quartiers, on a les sous-quartiers, on a la nature du risque, on a le site de recasement. Comment est-ce que vous appréciez cela? Mon premier commentaire, c'est que certaines personnes en responsabilité au niveau étatique n'ont pas joué leur rôle. C'est-à-dire, Élisée? Parce que quand je regarde déjà cette liste, il y a trop de quartiers. Et tu regardes, il y a beaucoup de quartiers qui sont nés après les années 90, qui sont concernés par ce processus de déguerpissement. Allons-y dans le détail avec les quartiers, Élisée. Oui, mais quand vous prenez déjà la route de Bingerville, voilà, Laurier 15 et 16, c'est un quartier résidentiel, hein, plus ou moins résidentiel. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été bâti dans les normes. Vous prenez Angré, on a cité Fondasso, EPP Pel, Drogobité 1 et 2, qui est l'un des quartiers aujourd'hui, en tout cas qui est en vogue, hein, où les immeubles poussent comme des champignons. Donc ça aussi, on dit, c'est des cités qui sont concernées. Mais toutes ces personnes qui ont réalisé ou qui ont construit sur ces emprises-là, qui sont aujourd'hui des emprises... selon vous? Voilà, mais ont eu une autorisation. Si elles n'ont pas eu d'autorisation, ça veut dire celui qui avait la responsabilité de veiller à ce que les sites soient construits selon les normes n'a pas fait son travail. Donc mon premier commentaire, il y a eu déjà une faute au niveau étatique pour qu'on se retrouve dans un chemin. On a plus, j'ai tenté de compter, je crois qu'on est autour de 70 ou je ne sais pas combien de secteurs qui sont concernés. C'est excessif pour une commune comme Abidjan. C'est excessif. Ça veut dire déjà il y a eu une faillite quelque part. Deuxièmement, je dis que c'est ce tableau-là, il aurait dû être mis à la disposition de l'opinion nationale depuis belle lurette. Quand vous dites belle lurette, on peut avoir un bon time, une juste date. avant qu'on ne commence, on aurait pu déjà, même pendant qu'on était en train de... Avant de commencer les déguerpissements? Oui, bien sûr, avant de commencer les déguerpissements, bien avant, des mois en avant, peut-être 6 mois, 7 mois avant, on aurait pu mettre ça à la disposition de l'opinion. Mais mieux, je pense que le tableau il est incomplet, à mon avis. Qu'est-ce qui manque? Voilà. Ce qui manque dans ce tableau-là, c'est un chronogramme. C'est vrai qu'on a ciblé les endroits qui vont faire objet de déguerpissement, qui vont faire objet d'assainissement. Mais à quelle date cela sera fait? Et c'est là que je dis justement, souvent, ceux qui nous dirigent ou certains de nos gouvernants oublient, et ça peut être considéré comme un détail, mais qui est ce détail-là qui peut être l'étincelle qui va allumer la flamme. Les dates auraient pu peut-être atténuer un peu les clameurs? Non, justement, quand on met les dates, je vous explique. Quand on met, je prends un exemple simple. Djorobité 1 et 2 sont les secteurs concernés qui vont faire objet... On va s'intéresser à Yopougon. Revenons donc au début. Là, c'est le chronogramme de Yopougon. GESCO. On nous a mis, par exemple, GESCO Mondon 1, GESCO Autoroute Judée. GESCO Autoroute Judée, construction anarchique dans un ravin, OV. Donc, logiquement, on doit pouvoir détruire ces constructions qui sont dans le ravin. C'est ce que ça veut dire. C'est cela. Mais on va le faire quand? Ça ne s'est pas marqué, en tout cas. Justement, c'est là que je dis que le tableau devient incomplet. Parce qu'il est bien déjà d'avoir un tableau, mais il est bien de mettre ce tableau dans un chronogramme. C'est-à-dire que le ravin, là, où on va le détruire, là, on va le détruire du 16 janvier au 17 février. Pour que toute l'opinion soit prise à témoin. Moi, si j'ai un parent qui habite dans ce ravin-là, mais moi, je vais dire à ce parent-là, viens, tu vas dormir chez moi, même si c'est vrai qu'on est coincé, mais au moins, ça va t'éviter demain d'être face à une situation parce que ce coin-là sera détruit. Donc, ce tableau, je pense que les services du district doivent le compléter en y mettant un chronogramme. Monsieur Bly, oui. Réaction par rapport à ce chronogramme, ce tableau du moins. On a les quartiers, les sous-quartiers, la nature du risque. On va rester au début, s'il vous plaît. Et puis, les sites de recasement. Est-ce que déjà le fait d'avoir des sites de recasement, vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, ça vous rassure un peu? Oh oui, ça nous rassure un peu, mais moi je pense qu'on a fait ça rapidement. Hein. On a fait ça rapidement. Pourquoi vous le dites ainsi? Oui, parce qu'on a voulu que tout le monde arrête de regarder la situation à GESCO. Et donc, on vient rapidement en plein... Quand vous dites on sait qui le on? Non, ceux qui ont édité ce tableau, ceux qui ont fait savent qu'ils l'ont fait rapidement. L'objectif, c'est de nous détourner de la situation de GESCO. Mais ce n'est pas grave. Au moins, pour cette fois, on a prévenu des gens. On a identifié des sites. Et on vous a dit que cette fois-ci,
vous serez cassé. Parce qu'on avait l'impression au départ qu'un quartier ne plaît pas aux gens, on dit bon, on vient la machine demain matin. Mais cette fois-ci... Mais là, vous avez par exemple les raisons, le niveau et de les éléments dangerosité. évoqués, les raisons évoquées sont nobles. Ça nous rassure. Effectivement, à Port-Boué, à Gonzagueville, il y a l'inondation dans certaines zones. Et ces zones-là vont être déguerpies. Ceux qui sont concernés, qui commencent à faire bagage. Par exemple, Niangon à Djamé, voilà. on a le site de recasement, mais aussi on a la nature du risque, éboulement et inondation. Ce matin, des amis nous approchaient, vous disent, ah bon, Cocody Engrais Star 9. La cité Star 9. Vous voyez, et nous-mêmes, notre siège, est à la Rivera Triangle. Rivera 3 Triangle. Vous allez déménager. Ah mais non, et comme Élisée le dit, ce n'est pas suivi d'un chronogramme. On a bien vu. Il parle de 60. Non, c'est 176. Ah, 176 même. 176. Moi, j'ai réduit même de moitié en plus. 176. Voilà. Et ce qu'on sait déjà, c'est que ça débute le 9 mars, ou on ne sait pas, ça finit le 17 mars. C'est ces éléments-là qu'il faut compléter, selon vous, le tableau. Très bien, Herman Aboua. D'abord, il faut souligner que c'est vrai qu'ils ont indiqué des quartiers, des secteurs, mais ce n'est pas tous les secteurs. C'est vraiment des zones dans les secteurs. On ne va pas venir casser toute une cité. Par exemple, il y a par exemple à Djorobité 1 et 2, des endroits qui sont des endroits à risque. On a vu ça ici dans d'autres... on a vu qu'au Vallon, par exemple, il y avait des zones à risque, même à Toban, des zones à risque. Est-ce qu'on peut penser que c'est tout Djorobité? Non, ça ne peut pas être... Personne ne va autoriser à Blocos, même qu'on vienne casser tout Blocos. Il y a des zones éventuellement à Blocos, qui sont des zones qui ont des constitutions anarchiques, qui sont des risques pour les populations. Un autre élément qui montre que le tableau est complet. Maintenant, on ne peut pas dire que le tableau-là est fait à la va-vite. Pour comme quelqu'un... disait M. Moi, je suis cartésien un peu. Un tableau qui est légendé, qui montre même les niveaux de risque. En rouge, si vous regardez bien, en rouge, les secteurs en rouge, là, ce sont des secteurs qui sont des secteurs où il y a véritablement grande menace. Ils ont mis même des zones à moins risque. C'est pour dire quoi? Pour dire que les gens ont fait des études. C'est pourquoi je vous dis que vous ne pensez pas que le gouverneur actuel, le ministre-gouverneur actuel, est venu et il a envie de le faire. C'est des études qui ont été faites et qui n'ont pas encore été, dans l'action, qui n'ont pas été faites. Donc c'est bon, il faut, selon vous, selon Herman, moi, c'est pas quelque chose qui a été fait rapidement. Ce qu'on peut observer, c'est qu'on gagne du temps. Les gens quand même sont informés plus ou moins aujourd'hui. Ils doivent approcher maintenant les services du district autonome pour pouvoir savoir précisément si leur site, leur maison, leur habitation est concernée. Lorsqu'on indique, par exemple, que... D'accord. Dis de la sorte, pour nous, voilà. Parce que si tout le monde doit se retrouver au district pour identifier si je serai déguerpi ou pas... Donc, selon vous, le tableau n'est pas complet. Le tableau doit être complet. Permettons à Barry Barry, est-ce que vous êtes en accord avec soit M. Bly ou Herman? Selon vous, le tableau est-il complet? Est-ce qu'on a, par exemple, ici, regardez la commune d'Abobo? Parce que c'est un vaste projet. Hein? On a Sagbé, on a le sous-quartier Taïwek, peut-être que je lis mal. Taveg, on a l'effondrement, le groupe scolaire, le site de recasement. Pour vous, est-ce que le tableau est complet? Bon, premièrement, déjà, c'est une bonne chose qu'on ait au moins le tableau. Ça, c'est une bonne chose, premièrement. Deuxièmement, le tableau, comme il l'a dit, pour moi, il est incomplet. Parce que Djorobité, par exemple, est-ce que c'est tout le quartier qu'on casse? Ou bien des sites bien Est-ce que c'est des sites qui sont dans Djorobité qu'on casse? À Blocos, on a vu Blocos, il n'y a rien dedans. Est-ce que c'est tout le village? Parce qu'aujourd'hui... Ça ne peut pas être tout le village. Non, je viens. La désinformation, ne jouez pas avec les réseaux sociaux. Les gens peuvent dire, quelqu'un peut lancer un tweet, par exemple, ils vont casser truc Blocos. Mais l'information est partie, vous ne pouvez plus contrôler les conséquences. Donc déjà, Élisée l'a dit, il n'y a pas de chronogramme exact. On ne sait pas à Djorobité quand ils y seront. À Benjerville, on ne sait pas. Donc déjà, vu qu'on a posé le problème, j'espère que les services compétents prendront leur initiative pour spécifier les différents chronogrammes et les secteurs, les sous-secteurs de chaque secteur qui ont été spécifiés. À Djorobité, voici le site qui va être déguerpi pour que les gens puissent être informés. Voici les dates. Voilà, voici les dates et voici comment ça va se faire. Quel jour? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne, par exemple, dans une école et puis, en plein jour, là, un lundi ou un mardi, on vienne casser. Et aussi, les sites de recasement, on voit que ce sont des écoles, c'est des stades. Réellement, les gens, ils seront là-bas pour combien de temps? C'est des questions aussi auxquelles il faut trouver des solutions.
Et si on veut parler aussi de la pluviométrie qu'on ne maîtrise pas, Herman, est-ce que vous êtes vous comprenez le point de Barry? Sur la question... Le tableau manque d'informations. Par exemple, moi, j'ai vu que pour ce qui concerne les sites de recasement, il y a quand même des informations à savoir là-dessus. Mais quand on prend par exemple le sous-quartier, on prend par exemple les sous-quartiers, ou bien qu'ils ont mis quartier sous-quartier, mais en réalité, quand quelqu'un a lu tout à l'heure Talveg, mais les Talveg là, c'est une forme de paysage. Ça veut dire que c'est des endroits qui sont à risque. C'est comme des gens qui construisent sur des talus, sur des bassins d'orage et autres, des bas-fonds. C'est pour ces personnes-là même. Parce qu'après, quand tu construis là, et qu'il y a la moindre saison de pluie, c'est ta maison, ton habitation qui s'en va avec les risques. Herman, entendez un peu le point de Barry. Barry dit, lorsqu'on dit par exemple école, recasement, dans une école ou une église, par exemple, on a l'église Sainte-Famille, à la Rivera pour... Est-ce que... J'ai reconnu que... Oui. Dans l'école, c'est une école qui sera... Certainement, moi, je ne suis pas comment on appelle, un émissaire du district autonome. J'apprécie que... je me dis qu'au niveau concernant les sites de recasement, il y a quand même des informations que le district doit pouvoir mettre à la disposition des populations. Ça, on reconnaît. Parce que quand tu dis au stade de Blocos, est-ce que tu vas faire des abris pour prendre ces populations-là? Mais je veux dire qu'au-delà de ça, il faut pouvoir voir la nécessité de faire en sorte que Abidjan soit potable. Je prends par exemple, j'ai lu dernièrement une contribution de l'architecte Guillaume Koufi, mais ce sont des architectes qu'on sait de renom, qui ont des visions, qui dit même qu'à Abidjan, il ne doit plus avoir des constructions individuelles, il faut qu'on fasse des cités bien pensées. À Barry de réagir, Barry. Non, mais Christelle, ce qu'Herman dit là, personne ne discute ça. Personne ne discute que quelqu'un qui est dans un ravin, il doit quitter. Mais comment il quitte? Quand? Et où on l'envoie? Quand vous nous dites que le stade de recasement, c'est la place Alassane Ouattara, on sait que c'est un espace nu. Les gens, ils sont là-bas pour combien de temps? Est-ce qu'après les avoir envoyés là-bas, qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour eux? Ça, c'est des faits. Il ne faudrait pas qu'on envoie les gens sur des stades et puis après la pluie vienne. C'est notre problème. Évidemment, il y aura une disposition. S'il reste même sur l'image qui est là, s'il reste même sur l'image qui est là, où est Bracody? Ils ont mis sous quartier, mais c'est l'ouvrage de drainage. C'est-à-dire que les gens ont construit à Bracody sur des ouvrages de drainage. Mais ce n'est pas un sous-quartier, vous voyez bien. Ça, on a compris, mais on parle du recasement maintenant. Monsieur Blink. Oui, sinon, effectivement, il y a plusieurs quartiers, comme il le dit, effectivement, plusieurs quartiers ont été formés. À Port-Boué, par exemple, il y a la situation de Zimbabwe. Mais les sites, ils sont recassés où? Quand on met l'école BAD, on va casser le 9 mars. Le 9 mars, les gens sont en pleine année scolaire. Et vous dites que les gens seront recasés à l'école BAD. Est-ce que justement les ministères ne vont pas travailler ensemble pour trouver des solutions à cela? Est-ce qu'il aura cours ou pas à l'école BAD dans cette période? On va l'écouter. Voilà, il aura cours ou pas à l'école BAD dans cette période? C'est des questions comme ça qu'on se pose. Très bien. Voilà. Messieurs, on va chuter là-dessus et revenir avec cette patate chaude lundi pour permettre à nos populations non seulement de se préparer et d'avoir meilleure compréhension. Dans tous les cas, l'État veut le bien de sa population. Maintenant, c'est peut-être regarder sur la manière, comme vous avez dit, l'élégance, les timings et tout cela. On espère avoir ici sur ce plateau un responsable du district d'Abidjan et un responsable des différentes communes visitées. Commençons déjà par celle de Yopougon. Nous avons pris beaucoup de plaisir à être avec vous. André n'a pas été là ce soir, mais rassurez-vous, il sera avec nous le lundi. Merci de nous avoir suivis. Élisée, merci, bon week-end. Barry, bon week-end. Monsieur Bly, Herman. Merci. On se retrouve donc lundi. D'ici là, portez-vous bien et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Bonsoir.